Voilà, c'est bon. Merci. Alors, je vous remercie de votre invitation et je remercie Monsieur Hamon pour sa transition. Je voudrais dire quelques mots du choix du sujet, de mon sujet aujourd'hui, l'historique de la fabrication des glaces de Pierre Delaunay-Deslandes, donc directeur de la manufacture de Saint-Gobain de 1758 à 1789. C'est un sujet en fait qui est lié à un projet d'édition de ce fameux historique de presque 600 folios que j'essaie de mener conjointement avec Fabienne Bliot. C'est un projet en fait qui s'est dessiné au moment de la réalisation de la reconstitution de la manufacture en 3D vers 1785, qui est toujours visible en ligne sur le site www.saint-gobain350ans.com. Voilà, je vous invite à aller visiter puisqu'il est toujours en ligne, on surveille toujours la fréquentation. Donc ce projet est né en fait au moment où on a travaillé sur la reconstitution. On est venu à Saint-Gobain, alors pour moi et pour Sabrine Gillespie-Lécuyer, qui était ma collègue archiviste à l'époque, pour la première fois en février 2014. C'est à cette occasion-là qu'on a rencontré Fabienne Bliot, pour qui en fait la grande aventure de l'association historique des Marais aussi. Et voilà, et en fait on s'est énormément appuyé sur le manuscrit de Deslandes et on s'est dit à ce moment-là que ce serait vraiment un beau projet de mener cette édition à bout. Voilà, malheureusement Sabrine nous a quittés entre-temps, mais on tient beaucoup aussi en sa mémoire à le faire. Donc l'historique en lui-même, il est écrit par Pierre Delaunay-Deslandes vers 1800, enfin en tout cas achevé vers 1800, c'est-à-dire à la presque fin de sa vie, puisqu'il décède un peu moins de 4 années plus tard, alors qu'il est retiré à Chauny et qu'il a quitté la manufacture donc depuis 1789. C'est un manuscrit donc de près de 600 folios, qu'on désigne habituellement sous le nom des mémoires de Deslandes. Alors ce ne sont pas exactement des mémoires, parce que Deslandes ne fait pas seulement le récit des événements auxquels il a participé ou dont il a été le témoin, il conçoit vraiment l'historique en fait comme la somme des connaissances qu'il a pu accumuler sur l'art de la verrerie tout au long de sa carrière à Saint-Gobain, où il arrive en 1752. Et donc l'historique constitue en quelque sorte son testament scientifique et technique. Il a un petit peu deux dimensions dans les intentions de départ. C'est pour lui un devoir quasi patriotique. Il écrit dans l'historique: tout citoyen doit concourir au bien et à l'avantage de sa patrie par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Je paie ici ma dette. Et c'est aussi bien sûr un plaidoyer pro domo, puisqu'il avait un ego relativement envahissant. Il est très conscient en fait du fait qu'il a joué un rôle clé dans le succès de l'entreprise industrielle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et il écrit à ce sujet: à ma sortie en 1789, on disait que l'établissement de Saint-Gobain était un des plus beaux et des plus brillants de l'Europe. Voilà, donc l'enjeu est posé. Ce texte est bien connu des historiens de Saint-Gobain depuis le milieu du XIXe siècle. Mon propos ici, en fait, sera plutôt d'en faire une présentation un petit peu générale et de m'attacher à montrer en quoi donc il constitue ce testament scientifique et technique, donc à la dimension plus proprement scientifique et technique du mémoire, qui ne parle pas que de ce sujet-là et loin de là. Alors sur l'auteur, quelques petits repères tout d'abord. Pierre Delaunay-Deslandes naît à Vergoncin en 1753. Dans le diocèse d'Avranches. Il est issu d'une famille de laboureurs relativement aisés, qui sont fermiers du marquis de Monteco. Sa formation n'est pas connue avec certitude, d'après des biographies d'érudits normands du milieu du XIXe siècle. On sait qu'il aurait fait ses humanités au collège des Eudistes à Avranches et qu'il serait devenu ensuite, peut-être avec le soutien de son frère, qui fit lui-même une carrière ecclésiastique, professeur de rhétorique et de mathématiques au collège des oratoriens à Soissons. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il arrive à la manufacture des glaces de Saint-Gobain comme contrôleur en 1752, il a alors 29 ans, et il admet en fait dans le brouillon de l'historique que à son arrivée, il ne connaissait rien à l'art de la verrerie. Voilà, c'est le petit extrait de ce brouillon que je vous ai affiché ici.
Il parle en fait de ses relations avec Bosc d'Antique, assez houleuse, dont il explique évidemment que c'est un charlatan. Alors là, l'aveu est intéressant parce que c'est la première fois, en tout cas, que je n'avais jamais vu ailleurs, où il avoue qu'en 1752, effectivement, il arrive presque vierge de toute connaissance sur la verrerie. Alors pas tout à fait, parce qu'il y a toujours un mais. Avec Deslandes, il y a toujours un mais. Il connaissait, sans doute par ses lectures, la renommée des verreries de Bohême, donc, qui cite par la suite en exemple. Donc il a principalement en fait à son arrivée des fonctions administratives et peu à peu techniques. Il est chargé en chef de la régie, de la police et de toute l'administration de la manufacture. Il devient donc directeur en 1758 en remplacement de Bosc d'Antique. Et donc s'ouvrent effectivement trois décennies de travaux et de grandes transformations des procédés de fabrication. À son actif, on peut citer notamment l'arrêt du soufflage des glaces en 1764, qui consacre en fait la spécialisation de la manufacture de Saint-Gobain dans le procédé du coulage, la mise au point d'un procédé de purification de la soude au sein de la salinerie, qui améliore en fait la qualité d'une des matières premières essentielles du verre, l'installation d'ateliers d'adoucissage et de polissage, la construction de halles, d'ateliers, de logements ouvriers, etc., etc. Et donc toute cette période en fait de grands travaux accompagne l'envolée du marché des glaces dont parlait Maurice Hamon. Il reçoit une consécration à la fois locale et nationale. Il est anobli en 1773, nommé dans l'ordre de Saint-Michel en 1775. Il correspond, alors il a des relations très suivies évidemment avec l'intendant de Soissons, et il semble être un ami assez proche du subdélégué Hardy, qui est secrétaire de l'intendant de Soissons, qu'il côtoie au sein de la loge maçonnique des frères amis de Soissons, à laquelle il est inscrit entre 1776 et 1787. Il se marie en 1779, à 56 ans, à une très jeune femme qui est issue d'une famille de notables de Saint-Quentin, et ce mariage en fait n'est que de très très courte durée, puisqu'il dure à peine 6 mois. Et enfin, Deslandes est élu correspondant de l'Académie des sciences en 1783. Alors il semble qu'il demande sa retraite dès 1786. Elle n'est effective qu'à l'été 1789, donc à la veille de la Révolution, qui semble être pour lui une période relativement difficile, puisqu'il reste malgré tout très présent aux alentours de la manufacture royale, dont il n'est plus le directeur, puisqu'il y a un successeur. Il acquiert des terres à Bassol, et donc continue à écrire et s'investit un petit peu dans la vie publique pendant la Révolution, après la chute de Robespierre. Voilà, donc là c'était une scène de coulage. Alors le texte lui-même est assez difficile à aborder, parce qu'en fait il en existe plusieurs versions. On en recense à peu près 3. La première, donc, que j'ai appelée version A, vous avez ici c'est le début du manuscrit sur la gauche, est conservé aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix dans un tout petit fond qui sont les papiers du marquis de Sainte-Fer, qui a été président du conseil d'administration au début du XIXe siècle de la manufacture. C'est un manuscrit donc, qui est écrit de la main de Deslandes, mais qui n'est ni signé, ni daté, ni folioté. Il compte à peu près 112 folios, et donc il est intitulé « Historique de la fabrication », précis historique de la fabrication des glaces. Cette première version est probablement la plus ancienne, en tout cas c'est la plus courte. La deuxième se trouve aux archives de Saint-Gobain, au centre des archives de Saint-Gobain à Blois. Là, il s'agit d'un volume relié, donc sous le titre d'Historique de la verrerie, qui comporte 19 cahiers, donc qui font au total 586 folios. Donc, ces cahiers sont pour partie écrits de la main de Deslandes en 1800, et d'autres ont été copiés plus tardivement et remplacent des cahiers originels qui sont perdus. Donc la date de 1800 ne fait aucun doute pour la rédaction, puisque elle est citée à 12 reprises dans le texte. À la fin, on trouve une table des chapitres contenus dans cet ouvrage. C'est la petite photo que je vous ai insérée en bas à droite, un petit extrait. Donc cette table est écrite de la main de Deslandes. On voit qu'elle s'achève sur le chapitre du 13 jetage, voilà, folio 578.
parce qu'en fait, il nous manque les dernières pages, on ne sait pas exactement combien, mais probablement une vingtaine. Ces pages sont manquantes en fait très tôt, puisqu'on sait par la troisième version, la version C, que vous voyez ici, que donc, enfin, en fait, elle manque, puisque le copiste le précise. Cette version a été réalisée vers 1850, donc elle est intitulée, vous voyez la page de titre à gauche, « Histoire de la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain par Messire Pierre Delaunay-Deslandes, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, ancien directeur de la manufacture, donc à Chauny en 1800, et on a une petite note en haut à droite de la page de titre, copie d'après le manuscrit originel. » Donc cette copie comprend 511 pages, auquel il faut ajouter 4 pages de table des matières. Le texte de Deslandes est copié systématiquement sur la page de droite, et à gauche ont été insérés par le copiste quelques commentaires, au moins jusqu'à peu près la moitié de l'ouvrage, jusqu'à la page 255. Et dans ces commentaires, en fait, on trouve quelques mentions de dates qui nous permettent de dater la copie, pardon, de 1851-1853. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette historique ? Énormément de choses. Voilà, donc vous voyez dans le tableau, alors un sommaire très résumé, hein, parce qu'il y a énormément de chapitres. On peut les résumer en 7 grandes parties. Donc tout d'abord, l'essai de chauffage des fours, à mémoire sur les essais de chauffage des fours verriers au charbon de terre. Vous envoyez la page de titre à droite. Cet essai a été rédigé par Deslandes dès 1784 et donc il le reprend en ouverture, il en est probablement très fier, il le reprend en ouverture de son historique et l'augmente assez considérablement de commentaires en 1800 dans lesquels en fait il fait montre de toute son érudition. Il cite par exemple les échantillons de verre qu'il a reçus des fouilles en Italie, notamment d'Herculanum. La deuxième partie est un essai historique sur la fabrication des glaces, qui s'accompagne en fait d'une présentation des différentes manufactures de glace existant en Europe et qui s'attarde assez longuement sur la succession des compagnies qui se sont constituées tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle pour le contrôle de la manufacture royale des glaces jusqu'à la Révolution et sur les privilèges dont elles ont bénéficié. Donc c'est une source en fait très, très utile et très importante sur la partie plus administrative de l'histoire de la manufacture royale des glaces. Donc la troisième est une description très longue et très détaillée des établissements de la manufacture royale, tout d'abord à Paris et à Tour-la-Ville, et puis surtout à Saint-Gobain. Et compte tenu de son expérience, c'est là encore en fait une source de première main, avec une description du patrimoine immobilier, quelques pages sur les antiquités de Saint-Gobain, puisqu'il a lui-même réalisé des fouilles, les portraits des directeurs qui se sont succédés à la tête de la manufacture, et une présentation en fait très détaillée des différents bâtiments de Saint-Gobain et de leurs transformations successives. Et donc cette partie se ferme sur un petit chapitre consacré au coulage des glaces. Les parties suivantes suivent cette transition puisqu'elles abordent en fait plusieurs thématiques qui sont liées à la production des glaces et au travail de Deslandes pour améliorer leur qualité. Donc ces parties prennent la forme en fait de petits essais indépendants les uns des autres, voire carrément de recueils d'expériences. Alors tout d'abord sur les matériaux réfractaires, les terres, qui sont utilisés pour confectionner les fours, les cuvettes et les pots. Ensuite sur les matières premières qui constituent le verre, de la soude au cobalt en passant par le sable, etc. Vient ensuite un essai sur les bois qui sont utilisés par les fours de la glacerie et sur l'exploitation des forêts de Saint-Gobain et de Coucy qui servent à les alimenter. Et donc la dernière partie, la 7e, est consacrée en fait aux expériences de Deslandes sur la vitrification, expériences qu'il a réalisées avec divers types de fondants. C'est véritablement en fait un recueil d'expériences dans lequel il a intercalé plusieurs digressions sur les bois encore et sur d'autres établissements industriels locaux, des verreries, des faïenceries, une savonnerie. Donc,
Voilà pour la présentation générale de l'historique. Donc on sait que la première partie s'appuie sur le mémoire de 1784. Pour la suite, on possède des documents préparatoires qui prennent la forme de deux cahiers qui sont grands et écrits d'une écriture très serrée de 86 pages et de 64 pages respectivement. Et donc il semble qu'il s'agisse en fait des notes préparatoires de Deslandes pour la rédaction de la version finale de l'historique, donc qui est véritablement la version B. Il est très loin d'avoir retenu tout ce qu'il a mis dans ses cahiers préparatoires. On voit que le plan globalement est plutôt bien établi dès leur rédaction. On retrouve en fait dans le déroulé du cahier numéro 1 du deuxième cahier le plan des 6 parties de l'historique, hormis quelques petites variantes, notamment sur le coulage, qui est plutôt décrit à la fin du deuxième cahier. On trouve aussi dans les cahiers en fait des chapitres qui n'ont pas été retenus au final dans l'historique. Voilà, une sorte de petit traité sur les défauts des glaces, de longs développements sur les eaux et sur le procès avec le curé et l'église de Saint-Gobain dans les années 1730. Et enfin tout le travail qu'il a réalisé, travail de prospection en fait des forêts pour la création d'un nouvel établissement des glaces. Donc là on ne le trouve pas du tout dans l'historique, mais il est retracé en fait dans le deuxième cahier préparatoire. Donc voilà pour le texte lui-même. Donc ce texte en fait parle de tellement de sujets qu'on peut s'en servir aussi bien pour dresser l'histoire administrative, l'histoire sociale, l'histoire locale. Il est très utile en fait pour toutes ces dimensions de l'histoire de Saint-Gobain, et c'est pour cette raison qu'il a été abondamment utilisé par les historiens de Saint-Gobain très tôt. On le trouve dans le livre d'Augustin Cochin en 1865, publié pour le bicentenaire. On le trouve aussi dans l'ouvrage d'Helfèche-Frémy, archiviste paléographe au début du XXe siècle, qui fait l'histoire de la manufacture sous l'Ancien Régime. Il est cité également abondamment, alors moins dans une perspective d'histoire industrielle et administrative de la manufacture, plus dans une perspective technique, par Henri de Coquerel-Aumont, qui est le lointain successeur de Deslandes au poste de directeur de la manufacture, poste qu'il occupe de 1905 à 1920, et il est l'auteur en fait d'un très important tapuscrit qui retrace l'histoire de la fabrication des glaces au sein de la compagnie de Saint-Gobain de 1665 à 1914. Donc c'est véritablement une histoire technique qui est écrite par un technicien et qui porte un regard technique sur Deslandes à la lumière en fait des connaissances chimiques et physiques de son temps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'historique de Deslandes est connu dans le monde anglo-saxon à travers les travaux de Warren Scoville, donc qui publie un panorama de l'industrie des glaces en France au XVIIe et au XVIIIe siècle en 1950. Et donc il est également très utilisé par Claude Pris, à la fois dans sa thèse et dans les articles qu'il publie successivement, principalement dans les années 70. L'un de ces articles d'ailleurs, publié avec l'historien britannique James Harris, est consacré aux mémoires de Deslandes. Et puis donc évidemment il a été utilisé par Maurice Hamon et Dominique Perrin dans l'ouvrage Au cœur du XVIIIe siècle industriel, puisqu'il y a même un chapitre entier sur lequel je me suis appuyée très largement et qui est consacré à la biographie de Deslandes. Alors, d'un point de vue d'histoire des sciences et d'histoire technique, puisque c'est aujourd'hui mon propos, voilà, comment situer Deslandes en fait tel qu'il se décrit dans l'historique, on voit en lui un petit peu un ancêtre des ingénieurs qui vont dominer l'histoire de la compagnie au XIXe et au XXe siècle, un empiriste génial quand on le lit, puisqu'évidemment il a un ego un petit peu envahissant parfois, et isolé au milieu des bois de Saint-Gobain, comme il l'écrit une fois.
Voilà, cette image pour autant est-elle juste, puisque comme je vous le disais, l'historique est aussi un plaidoyer pro-domo, donc il est intéressant d'essayer de remettre un petit peu en perspective des landes scientifiques et techniciens par rapport à la science de son temps et aussi par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve au sein de la manufacture même. L'un des intérêts de l'historique, donc, c'est de montrer la mise en œuvre systématique des méthodes expérimentales appliquées à l'industrie au XVIIIe siècle. Ces méthodes expérimentales sont nées avec la révolution scientifique du XVIIe siècle. Donc c'est bien sûr la pensée de René Descartes. Alors, on le situe par rapport en fait aux apports de Galilée, de Newton et de Copernic sur des branches précises des sciences de la nature. L'originalité de Descartes est en fait de mettre au point une méthodologie et un mode de raisonnement qu'il est possible d'appliquer à toutes les branches de la science et donc de toutes les relier entre elles. L'objet en fait de la méthode est de permettre aux scientifiques ou aux techniciens, puisque ce mode de raisonnement ne sépare pas formellement le technicien du scientifique. Donc le but de la méthode est de tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse née de l'observation de données nouvelles ou de la littérature. Donc il s'agit de réduire ou de modéliser un problème, de simplifier en fait la réalité pour pouvoir formuler une hypothèse, puis tester la validité ou non de cette hypothèse. Deslandes en fait est tout à fait imprégné de cet esprit-là. Il écrit dans ses mémoires, vous avez à gauche la citation, « Je peux dire que j'ai toujours eu un esprit de calcul, quand il me venait quelque idée que je croyais propre à perfectionner la fabrique, je la retournais, je la méditais longtemps, je faisais des expériences en petit avant de la mettre au jour. » Et la conclusion naturelle, enfin j'ai été heureux dans tout ce que j'ai entrepris. Donc les recueils d'expériences qu'il reproduit dans l'historique, notamment sur les terres réfractaires et sur la vitrification, sont tout à fait significatifs de l'application de ces méthodes. On en voit à droite un petit extrait, donc consacré, dans la partie consacrée au Soun. Deslandes donne la liste des matières premières qui ont fait l'objet de ces expériences. Il donne les proportions, les conditions, et ensuite il commente les résultats obtenus pour chacune d'elles, de façon donc à trouver la meilleure formule. Voilà, donc il a testé en fait toutes sortes de matières premières, y compris du sucre, utilisé comme fondant, et ça donne pas de très très bons résultats. L'universalité de la démarche scientifique a pour corollaire en fait son caractère public. Là, évidemment, dans le contexte de la manufacture, c'est un problème puisque Deslandes, en tant que directeur, est aussi garant du maintien des secrets de fabrication. Donc, il est difficile en fait pour lui de se situer dans la sphère publique de discussion qui se construit au XVIIe et au XVIIIe siècle, un peu une république des savants. Qui permet en fait de s'assurer du respect des protocoles de validation des expériences et de garantir la fiabilité des résultats obtenus par les différents scientifiques qui, chacun dans leur coin, font des expériences. Donc Deslandes est tenu de préserver les secrets de fabrication et les tours de main qui sont constamment menacés au XVIIIe siècle par l'espionnage et par la mise en place en fait de manufactures concurrentes. En 1778, consulté par l'intendant de Soissons sur l'établissement d'une nouvelle verrerie, il répond par exemple j'ai été tenté de vous proposer et à M. Necker de faire une espèce de catéchisme d'instruction pour les verreries, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a beaucoup de maîtres de verrerie qui se croient assez habiles et ce sont les plus ignorants. D'ailleurs, j'ai beaucoup vu et fait depuis 26 ans, et je ne voudrais pas que les étrangers qui veulent établir des glaceries et verreries fussent informés du peu que l'expérience m'a appris. Tout ce que je peux faire, c'est de m'offrir à tous les maîtres de verrerie. Je n'aurai rien réservé pour ceux qui voudront bien me consulter. Je leur apprendrai à faire de bons creusets, à faire toutes sortes de beaux et bons verres. Nous pouvons faire d'aussi beaux cristaux que les étrangers et les rendre plus solides. Voilà, donc on retrouve le patriotisme de Deslandes, sa fausse modestie aussi, et donc cette volonté de transmettre son savoir, mais pas trop non plus, voilà, pour ne pas risquer de divulguer les secrets de fabrication. Après son départ de Saint-Gobain
voire dès le milieu en fait, des années 1780, la perspective change, puisque, arrivé quasiment au crépuscule de sa vie, en fait, il semble surtout soucieux de transmettre la somme des connaissances qu'il a acquises tout au long de sa carrière. Voilà, donc c'est un petit peu l'esprit qu'on retrouve dans l'essai sur les moyens d'appliquer au vernis le feu du charbon de terre, qui date de 1784, et qui ouvre, ce n'est pas un hasard, l'historique. Il expose ainsi son projet. Je vais exposer la méthode que j'ai suivie et qui m'a très bien réussi. Si l'exemple que je donne était suivi, si chacun voulait exposer les pratiques qui lui ont réussi, ce serait un moyen sûr de perfectionner nos fabriques. Nous l'emportons dans bien des parties sur les étrangers et nous en approchons d'autres. Mais ce n'est pas assez pour des Français. On a peu écrit sur l'art de la verrerie et ce qu'on a dit est plus propre à jeter dans l'erreur qu'à éclaircir. Donc on voit là, en fait, dès 1784, véritablement dans son esprit germer le projet de l'historique de la fabrication des glaces. Alors, c'est une démarche qui reste cependant ambiguë, puisque l'historique en réalité n'est pas destiné au public des savants. Il vise plutôt à instruire ses successeurs à la tête de la glacerie de Saint-Gobain, voire plus largement au sein de l'administration des glaces. On le voit à travers quelques incises, notamment une dans laquelle il dit « Ceux pour qui j'écris savent que le ciment est une poussière plus ou moins fine provenant des creusets cassés. » Voilà, donc il écrit à des gens qui connaissent déjà, qui ont au moins des rudiments sur l'art de la verrerie. Et ce document reste finalement très peu diffusé, puisqu'on le trouve essentiellement soit dans les archives de Saint-Gobain, soit dans les papiers des administrateurs, des présidents de la compagnie. Donc c'est pas un hasard si on le retrouve dans les papiers du marquis de Sainte-Fère. Alors, comment situer Deslandes par rapport à la science de son temps ? On peut dire finalement que quelque part c'est un précurseur, comme en témoignent les carnets de labo qu'on a la chance de conserver encore aux archives de Saint-Gobain. Je vous ai mis deux des exemples les plus prestigieux. Le carnet de Gay-Lussac et celui de Louis Boudin, donc, qui fut directeur de la manufacture des glaces. Vous voyez en fait ici un extrait des carnets qu'il a tenus sur les essais de coulée continue qu'il a réalisés à la manufacture pendant les années 1920. Donc Deslandes, dans la science de son temps, c'est un cartésien. Sa formation dans les collèges, alors d'abord les eudistes puis les oratoriens, et son passage à Soissons en tant que professeur en fait le montre, hein, ça correspond tout à fait à l'esprit de l'enseignement de ces collèges au moment où il y passe dans les années 1740, début des années 1750. Il faut souligner notamment au sujet des oratoriens que ce sont les grands concurrents à ce moment-là des jésuites, et ce qui les différencie véritablement, c'est que dans leur enseignement, ils accordent beaucoup plus de place aux sciences d'observation et à la connaissance des civilisations étrangères qu'aux lettres classiques. Voilà, donc ça les différencie vraiment des jésuites. On retrouve cet esprit dans l'historique, puisque Deslandes fait alors une petite citation et un lapsus assez amusant. Il cite une fois le nom de Descartes, et en fait il se trompe puisqu'il s'agissait de Fontenelle, qui est le grand vulgarisateur de Descartes en France au XVIIIe siècle. Il parle de recherche de charbon de terre entreprise par un certain monsieur de Bussy dans l'Aisne, à partir de théories géologiques apparemment très douteuses, puisqu'il n'a jamais trouvé de charbon. Et Deslandes note dans l'historique « Quelques-uns m'écrivirent pour me demander ce que j'en pensais. Je me ressouvins de cet enfant allemand qui fit annoncer avoir une dent d'or. Les savants d'Allemagne firent de très longues dissertations pour faire voir la cause de ce phénomène. On en parla à Descartes qui répondit laconiquement « Peut-être cela n'est-il pas vrai ?» Effectivement, cela ne se trouva pas plus vrai que notre lac souterrain, donc sur lequel Monsieur de Bussy faisait des hypothèses. Donc Deslandes fait ici allusion à l'anecdote de la dent d'or qui est rapportée par Fontenelle dans un ouvrage de vulgarisation philosophique qui a eu un grand succès dès sa première publication en 1687, c'est l'histoire des oracles. Et donc c'est en fait une illustration du principe cartésien, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Voilà, donc là où Deslandes cite Descartes, il a raison sur le principe, il se trompe juste dans l'attribution. On sait par ailleurs que Deslandes est bien inséré dans le milieu scientifique de son temps, ne serait-ce parce qu'il a été élu presque à la fin de sa carrière correspondant de l'abbé Rochon
à l'Académie royale des sciences, donc en 1783. Et il est cité dans le mémoire sur l'art de la verrerie de Fougeroux de Bondaroy, qui est aussi un académicien. Vous envoyez une petite image à droite. Donc ce mémoire que l'on conserve aux archives de Saint-Gobain et qui devait être en fait l'un des volumes de la description des arts et métiers initiée par l'Académie des sciences. Il est très méfiant, cela dit, à l'égard des savants, puisqu'il déplore le fait que leurs essais en fait, dans leur petit laboratoire ne peuvent pas avoir la même force que les expériences que lui réalise en grand à la manufacture des glaces. On note aussi qu'il reste très attaché aux principes scientifiques qu'il a appris et qu'il s'intéresse relativement peu à la fin de sa vie, je vais terminer rapidement, aux avancées scientifiques en fait, de la toute fin du XVIIIe siècle, et notamment à la classification de Lavoisier qui reste pour lui inconnue. Alors juste pour conclure très rapidement, il faut noter que donc Deslandes n'est pas isolé puisque en fait il doit beaucoup visiblement aux Genevois, y compris sur le plan scientifique et technique. On a un petit peu un précurseur de l'historique de la fabrication qui date de 1769-1770 et qui est un énorme mémoire écrit par Périnet Desfranches qui était administrateur genevois donc de la manufacture et qui est très lié en fait au milieu académique genevois par sa famille et notamment à l'introducteur du cartésianisme à Genève, Jean-Alphonse Turrettini. Donc sur ces liens, en fait, on peut voir un certain nombre de choses à partir de la thèse de Jean Sigrist sur les débuts de l'expérimentation à Genève au XVIIIe siècle. Tout l'intérêt, c'est qu'on en trouve une application tout à fait passionnante en fait dans le mémoire que réalise Périnet Desfranches pour rendre compte à Saladin du fonctionnement de la manufacture en 1769-1770 et pour ce mémoire en fait il a de très fréquents échanges avec Deslandes. On voit ici à droite les notes qu'il échange avec lui et ils se commentent en fait l'un l'autre et dans le développement de ce mémoire qui fait plus de 500 pages également, on trouve déjà les idées que Deslandes utilisera et explorera, développera dans l'historique de la fabrication des glaces. Merci voilà. beaucoup, Madame. Merci de votre attention. À la fin des conférences. Alors maintenant, on va faire un saut dans le temps et on va sauter d'un siècle. On va aller retrouver un autre directeur de la manufacture de Saint-Gobain, donc Jules Henriveau. Et la conférencière, c'est Fabienne Bliot. Alors Fabienne Bliot, c'est la grande organisatrice de cette journée de la fédération. On lui doit beaucoup. Elle est adjointe au directeur des archives départementales de l'Aisne. Et elle était aussi, jusqu'à peu, la secrétaire de l'association historique de Saint-Gobain. Je coupe mon enregistreur.